du collectif Condorcet pour son invitation. Merci à vous de maintenir un niveau d'attention à cette heure avancée de la journée. Merci d'avoir organisé aujourd'hui finalement les conditions du débat public sur l'école. Et c'est assez rare que d'avoir l'occasion d'entendre des approches critiques aussi diverses et aussi intéressantes et complémentaires que celles de parents, d'enseignants, d'universitaires et donc aussi de responsables politiques. Je vais intervenir ici comme secrétaire national, non pas du mouvement politique, ce serait trop pour moi, mais du parti de gauche. Et si je l'indique en préambule, c'est pour souligner le fait que, bien sûr, pour nous, l'école est une question politique. Et si elle est une question politique, c'est donc qu'elle n'est pas une question technique, qu'elle n'est pas faite de bon sens, d'évidence partagée, et que nous refusons la convocation, et cela a été fait aujourd'hui, mais c'est un point de débat, de cette figure abstraite, indépassable de l'enfant, que souvent on évoque pour dépolitiser la question scolaire. Or, il faut le constater, il existe des modèles de l'école, des conceptions de l'école, qui sont différentes et qui sont parfois opposées, souvent opposées. Il y a la conception de la droite et de l'extrême droite, celle d'une école du tri, celle d'une école utilitariste. Il y a d'autres conceptions, je vais y revenir, on l'a décrit comme une conception, comme un projet de l'école de l'égalité et de l'émancipation. Et il y a le projet du Parti socialiste. Et celui-ci, c'est celui d'une école territoriale. C'est ce projet qui est mis en œuvre depuis 2012, et c'est celui-ci qui se décline dans une série de contre-réformes. J'insiste, il s'agit de contre-réformes, ce sont des régressions éducatives et sociales, contre-réforme des rythmes scolaires, généralisation des BEDT, régionalisation de la carte de la formation professionnelle, régionalisation du service public d'orientation et évidemment contre-réforme du collège. Rendons hommage à ce qui est l'absence d'imagination du Parti socialiste. En vérité, ces contre-réformes, elles s'inscrivent dans la continuité de la politique mise en place par la droite, en particulier de la contre-réforme Châtel du lycée, qui avait déjà installé les prémices d'une organisation locale du temps scolaire, qui avait commencé, plutôt peut-être que c'était finalement déjà engagé, mais à introduire le management dans les établissements et donc à déposséder les enseignants de leur métier et qui organisait déjà les conditions de la gestion à l'échelle locale de l'austérité. Ce projet d'école territoriale, depuis 2012 au Parti de gauche, nous le dénonçons. Nous alertons sur les effets délétères qu'il contient, car nous considérons qu'il est un projet d'une école d'abord de l'inégalité, et ensuite d'une école au rabais. Je vais décliner rapidement les deux aspects. École de l'inégalité d'abord. Inégalité d'accès. Ce qu'introduit la réforme des rythmes scolaires, en confiant aux communes le soin d'organiser et de financer les ateliers périscolaires, et donc en leur permettant de rendre payant cet accès, c'est pour certaines familles le fait de devoir payer, tout simplement pour que leurs enfants ne soient pas à la porte de l'école le vendredi à midi, ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi au milieu d'après-midi, en fonction des organisations locales, tandis que d'autres peuvent encore espérer profiter d'une gratuité qui recule. La FCPE estime aujourd'hui que 40% des familles paient, 3 ans seulement après la mise en œuvre de la réforme, 45% en maternelle, et à n'en pas douter, au vu de l'austérité drastique qui pèse aujourd'hui sur les collectivités territoriales, cette proportion devrait croître dans les années qui viennent. Cette inégalité d'accès, elle va nécessairement avec une inégalité des conditions d'encadrement des élèves dans ce temps périscolaire. Tout simplement parce que, puisqu'il y a des communes riches et puisqu'il y a des communes pauvres, puisqu'il y a un accès payant et parfois un accès qui reste gratuit, eh bien non seulement la qualification des personnels qui encadrent va être différente, de personnels qualifiés, de véritables animateurs, jusqu'à trouver des bénévoles. J'ai animé des réunions publiques dans des communes rurales où ce sont des mères d'élèves, ce qui renvoie d'ailleurs à une conception de la condition féminine, puisqu'elles ne travaillent pas, elles vont pouvoir venir encadrer les élèves du village. Et puis aussi, évidemment, en matière de taux d'encadrement. Combien d'adultes pour combien d'enfants? Dans ce contexte d'austérité, ces taux d'encadrement ont été relevés par décret, ce qui permet d'avoir moins d'adultes pour plus d'enfants. Inégalité d'accès, d'encadrement et bien sûr de contenu. Je le dis puisque j'évoque des personnels qualifiés et d'autres qui ne le sont pas. On va donc proposer des choses qui n'ont rien à voir d'une école à une autre, d'une commune à une autre, parfois même au sein d'une même école, parce que les ateliers les plus prisés ne seront pas accessibles à tous les enfants. Quand on propose une chorale, ben voilà, il y a des places limitées, tout le monde veut y aller, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et donc entre Paris, commune riche, où on propose finalement une sorte d'éducation musicale et on fournit aux élèves des violoncelles,
Et les endroits où c'est une garderie, où on va jouer à des jeux de société, il y a toute une palette, évidemment, de choses qui sont offertes. Inégalité de contenu, c'est aussi et c'est surtout le cœur de la contre-réforme du collège, qui alloue 20% du temps scolaire à l'échelle de l'établissement, et donc qui va organiser de façon différente le temps de chaque collégien, par le choix, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, des EPI, par la mise en œuvre des EPI qui va varier en fonction de la discipline d'origine de ceux qui en ont la charge, et aussi, et sans doute plus grave, par une distribution locale des heures d'enseignement, puisque désormais, ce n'est plus par niveau que ces heures sont affectées, mais par cycle, ce qui peut conduire dans 2 collèges de la même ville à ce que dans l'un, en 5e, on enseigne 3 heures de mathématiques, quand dans l'autre, ce sera 2 heures. On aperçoit d'ailleurs ce que, en matière d'atteinte à un parcours scolaire, cela implique pour un élève qui déménagerait, qui changerait d'établissement, qui pourrait plusieurs années de suite subir les conséquences de choix locaux, qui consisteraient à retirer, par exemple, à l'histoire-géographie, des heures d'enseignement disciplinaire. Donc, on a finalement ce processus de balkanisation du service public d'éducation, qui est pour nous extrêmement grave, alarmant. Nous sommes attachés finalement à une tradition républicaine et nous considérons que l'égalité d'accès, de traitement, de contenu de tous les élèves doit être garantie dans le cadre du service public d'éducation. École de l'inégalité donc, école aussi au rabais. L'école territoriale, c'est une école vidée de sa substance disciplinaire. C'est celle dans laquelle triomphe, on en a parlé tout à l'heure, l'idéologie du socle commun. C'est une école qui a une visée qui est une visée uniquement utilitariste. Elle met d'ailleurs en concurrence les disciplines. C'est le principe fondateur de la réforme du collège. À qui va-t-on prendre cette année, l'année prochaine, les heures qui permettront de financer les ateliers fourre-tout qu'on appelle les EPI, dont on perçoit mal le plus souvent à percevoir le contenu éducatif qu'ils apportent aux élèves. Cette réforme du collège, elle va retirer, Najat Vallaud-Belkacem nous parle d'allonger le temps de la scolarité obligatoire. Encore faudrait-il conserver les heures d'enseignement disciplinaire. Elle en retire 400, jusqu'à 400 heures d'enseignement disciplinaire sur une scolarité de collégiens, cette réforme du collège. Elle va jusqu'à liquider certaines disciplines. Le latin, qui disparaît lorsque il est mis en œuvre, il est supposé être mis en œuvre dans le pays, Loïs Bonneau en a parlé tout à l'heure, LCA, quand on sait que parfois ce ne sont même pas des enseignants de lettres qui sont en charge. Moi je suis prof d'histoire géo, on pourrait me demander d'aller finalement faire de l'histoire antique, mais ça n'a rien à voir évidemment avec l'apprentissage de la langue latine. Des disciplines qui disparaissent, d'autres qui sont marginalisées. Pensons aux enseignements, ils sont fondamentaux, artistiques, à la musique, aux arts plastiques, qui peuvent être semestrialisés, par exemple, dans le cadre de la réforme, de la contre-réforme du collège. C'est donc la place des disciplines qui, de notre point de vue, sont absolument centrales en matière de transmission, parce qu'elles sont associées à une culture, à des méthodes qui est interrogée dans le cadre de la mise en place du modèle de l'école territoriale tel que le promeut le Parti socialiste. Au-delà de ces aspects de description, évidemment, ce qui est en jeu avec l'installation de ce contre-modèle, ce sont des évolutions qui font peser des menaces extrêmement graves sur le devenir de l'école. Quand on installe finalement une offre éducative qui varie dans chaque école avec les ateliers périscolaires, dans chaque collège avec une organisation locale spécifique du temps scolaire, eh bien, on crée une logique de marché. On institue ce que le sociologue Christian Laval a bien décrit. Et donc, on encourage des comportements qui vont chercher, et on peut l'entendre et le comprendre du côté des familles, à éviter, à se diriger vers tel ou tel établissement. Et donc, on renforce, in fine, la ségrégation scolaire. Voilà à quoi va conduire la mise en œuvre de ces contre-réformes. De même, elle conduit à la marchandisation du temps passé par les enfants à l'école. Quand on fait payer l'accès au temps périscolaire, on transforme ce temps en marchandise. Et on voit ainsi des maires, Luc Carvounas, bras droit de Manuel Valls, François Rebsamen, ancien ministre du Travail, l'un est maire d'Alfortville, l'autre de Dijon, deux maires socialistes qui passent des appels d'offres pour organiser le temps périscolaire. C'est-à-dire qu'ils se tournent vers des entreprises privées, puisque désormais il y a quelque chose à monnayer pour gérer le temps que les enfants passent dans l'école. Donc la marchandisation de l'école, elle est contenue dans le modèle de l'école territoriale. De même que des atteintes à la laïcité. Quand dans le cadre des PEDT, des tutelles locales, des pouvoirs locaux vont pouvoir finalement faciliter l'immixtion de telle ou telle association dont je ne sais pas si elle n'a pas des relations avec tel ou tel courant religieux ou politique, eh bien là il y a un problème. Et c'est ce que contient aussi ce modèle, tout comme il pose la question des statuts. Puisque désormais l'organisation locale du temps scolaire l'emporte
puisque désormais le management est de plus en plus important et étroit. Que va-t-il advenir de ceux qui sont encore des fonctionnaires d'État? On peut se tourner vers Alain Rousset, éminent membre du Parti Socialiste, président de l'Association des Régions de France, qui depuis plusieurs années milite pour la régionalisation du recrutement et donc de l'emploi des enseignants. Donc voilà ce qui se dessine derrière cette politique. Enfin, la question des diplômes, dans leur caractère national. Quelqu'un intervenait sur ce point dans notre débat ce matin. Les diplômes, le baccalauréat, c'est une clé de voûte. Si vous touchez au baccalauréat, s'effondrent avec eux les programmes nationaux, les horaires nationaux, donc les statuts nationaux, tout disparaît. Et bien quand on voit ce que devient en ce moment le diplôme national du brevet, dont la part de l'évaluation locale est en train de l'emporter, on comprend bien que l'objectif est aussi de faire disparaître ce qui, au-delà de permettre de garantir l'organisation du système scolaire, constitue aussi pour les citoyens aussi dans le monde du travail, une série de droits, car les diplômes dans les conventions collectives donnent lieu à des qualifications qui sont reconnues. Il y a aussi cet élément-là, évidemment absolument central, qui est en jeu. Ce projet d'école territoriale, il se réalise finalement dans ce que nous appelons l'adéquationnisme. Et je vais le définir en faisant parler de Najat Vallaud-Belkacem, qui disait en 2014 « Ce qui fait la réussite d'un jeune, c'est la capacité à mettre en adéquation son choix de formation avec la réalité professionnelle. » L'adéquationnisme, c'est l'inversion des fins que nous confions à l'école. C'est sa soumission aux intérêts privés, plus précisément aux exigences des caractéristiques locales du bassin d'emploi, aux exigences du patronat local. Et l'adéquationnisme, il triomphe dans la loi de refondation, qui contient tout un tas de dispositions qu'on a longuement abordées aujourd'hui, mais qui institue aussi ce qu'on appelle les campus des métiers. Qu'est-ce que sont les campus des métiers? Il y en a une vingtaine en France. Ce sont des cadres qui sont censés, je cite toujours la langue ministérielle, censée rapprocher l'école et le monde économique, et qui consiste en réalité à associer des lycées, des IUT, des centres de formation des apprentis, à des entreprises privées. Je vous donne deux exemples. Dans la région Île-de-France, il existe un campus des métiers de l'économie touristique Paris-Val d'Europe. Vous voyez Paris-Val d'Europe, on est à Marne-la-Vallée, donc on n'est pas loin de Euro Disney. Et dans ce campus des métiers, 4 lycées, un IUT, 8 universités sont associées à Walt Disney et évidemment à Manpower, c'est mieux, c'est de l'intérim, pour adapter l'offre régionale de formation aux besoins et contraintes de l'économie touristique. C'est une citation que je viens de faire. Adapter l'offre régionale de formation aux besoins et contraintes de l'économie touristique. Autre exemple, Nord-Pas-de-Calais, un autre campus des métiers, cette fois-ci avec une spécialisation locale, les métiers du bâtiment, où on a encore une fois des lycées, et les géants du BTP, Eiffage et Colas, avec un objectif qui est écrit noir sur blanc, renouveler ou rajeunir une main-d'œuvre pour des besoins évalués à la hauteur de 10 000 recrutements par an d'ici à 2017. Voilà ce qu'est l'adéquationnisme, c'est-à-dire l'endroit où se réalise la territorialisation de l'école, la soumission de l'école aux intérêts locaux du patronat et l'inversion des fins qui sont données à l'école, puisqu'il ne s'agit plus évidemment de former ici des consciences émancipées, des individus autonomes, des citoyens en devenir, mais des individus employables qui iront sans doute présenter leurs compétences et leurs certificats à leurs futurs employeurs. Voilà, selon nous, ce qu'il s'agit de battre et d'interrompre à l'occasion de l'élection présidentielle qui vient. Et voilà pourquoi nous allons présenter un programme éducatif s'inscrivant dans le cadre d'un programme politique plus large avec notre candidat Jean-Luc Mélenchon pour rompre avec ce processus dont on voit bien qu'il est mis en œuvre à la fois par le Parti Socialiste et par la droite en France. Je vais donc, et je vais toujours essayer d'aller vite, vous présenter ce que serait notre programme de gouvernement, car nous avons l'habitude au parti de gauche de nous placer en situation, de nous penser en situation de gouverner. Et nous y sommes prêts. Nous commencerions d'abord par quelques mesures d'urgence. Nous abrogerions la contre-réforme du collège. Nous abrogerions la contre-réforme Châtel du lycée. Nous abrogerions le décret Payon sur les rythmes scolaires. C'est-à-dire que nous tournons la page de la territorialisation de l'école et donc que nous renforçons le cadrage national et républicain de l'école. Les statuts, les diplômes, les programmes, les horaires nationaux. Et nous lançons ensuite notre politique pour une école de l'égalité et de l'émancipation. L'école de l'égalité, pour nous, elle n'est possible d'abord qu'à la condition de la gratuité.
Et la gratuité, aujourd'hui, est gravement remise en cause. Elle l'est dans le temps périscolaire, elle l'est par l'augmentation des frais de transport scolaire. En 81, quand le transport est confié au département, il est gratuit dans 100% des départements. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10 départements qui assurent la gratuité du transport scolaire. Les frais de cantine ne cessent de croître, en particulier pour ceux qui, jusqu'ici, parce qu'ils étaient issus de milieux sociaux plus défavorisés, étaient exemptés. Gratuité donc des cantines, gratuité des transports, gratuité du matériel, gratuité aussi des sorties scolaires. Et nous proposons un plan que nous pouvons financer, et je le dis sans le craindre, nous sommes farouchement engagés dans le combat laïque, et donc pour nous, le principe fonds public à l'école publique doit advenir. C'est 10 milliards d'euros. La loi Carle doit être abrogée. Une révolution fiscale doit être engagée pour revenir sur le principe des niches fiscales qui permettent à Academia ou à d'autres de prospérer. On estime que c'est à peu près 300 millions d'euros par an à Academia. Juste pour indiquer que des marges de manœuvre financière existent. Plan de gratuité, donc c'est la première condition de la construction d'une école de l'égalité. La seconde condition, c'est de travailler sur la carte scolaire. De prendre le temps d'y travailler, non pas en exigeant que seul le ministère de l'Éducation nationale résolve cette question, car évidemment la ségrégation scolaire elle dépend d'abord de la ségrégation résidentielle. Et qu'on ne peut pas, là on le voit, penser l'école comme une île qui échapperait au reste des mécanismes qui structurent les rapports sociaux. Donc il faudra associer le ministère du Logement, le ministère des Transports à une réflexion, mais déjà nous pouvons intervenir en revoyant la distribution notamment des options rares au lycée, pour les allouer plus fréquemment dans des établissements des périphéries rurales ou urbaines. De même, nous pouvons engager rapidement un plan de construction des internats pour lutter concrètement contre la ségrégation résidentielle et permettre aux enfants issus des catégories sociales les moins favorisées de disposer aussi de bonnes conditions d'études et d'apprentissage. L'école de l'égalité, enfin, c'est aussi, et cela va avec l'école de la liberté pédagogique des enseignants. Et la liberté pédagogique des enseignants est un principe absolu, car il permet aux enseignants de faire leur travail, de s'adapter aux réalités des élèves qui sont face à eux, à la réalité de l'évolution de chaque élève, à chaque individu tel qu'il est. Et cette liberté, elle ne peut être socialement acceptée que dans un cadre républicain strict, celui qui, aux familles, dit l'égalité de traitement, dit l'égalité de contenu, l'égalité des programmes. Et donc vous voyez que notre pensée sur l'égalité, elle va avec celle sur la liberté, et que les deux principes sont articulés et on ne peut pas les penser de façon séparée. J'ai dit que notre projet était celui de l'école de l'égalité, c'est aussi celui de l'école de l'émancipation. Et émanciper, cela passe par l'acquisition du savoir. Nous en sommes absolument convaincus. Voilà pourquoi nous, je l'ai dit tout à l'heure, souhaitons abroger les contre-réformes qui ont retiré des heures d'enseignement disciplinaire au collège et au lycée notamment. Nous souhaitons aussi, et nous ferons aussi, l'abrogation de la contre-réforme du bac pro en 3 ans, qui a retiré une année d'études aux lycéens de la voie professionnelle. C'est exactement la même logique, finalement, qui se décline là. Nous proposerons l'allongement de la scolarité obligatoire, parce que nous pensons qu'une scolarisation précoce en maternelle favorise ensuite la réussite scolaire, et parce que nous pensons que dans le monde d'aujourd'hui, il nous faut aussi élever le niveau général de la qualification. Nous proposerons la création d'un nouveau service public, celui du périscolaire, d'un service public national, organisé nationalement, financé nationalement, qui recrutera sur des bases de concours disciplinaires des enseignants spécialisés en éducation musicale, en arts plastiques et en sport en primaire, comme cela existe déjà à Paris. Cela s'appelle les professeurs de la ville de Paris, c'est un corps de fonctionnaires territoriaux. Eh bien, il suffira de généraliser ce corps pour permettre véritablement d'apporter à tous les élèves de France, en effet, ce qui peut parfois leur manquer, un accès à la culture, mais cette fois-ci avec un véritable contenu, et non pas en réduisant cela à ce qui souvent est un mime ou une démagogie qu'on sait organiser dans le cadre de l'école territoriale telle que cela est aujourd'hui. Enfin, l'école de l'émancipation, c'est une école laïque. J'ai dit tout à l'heure que nous abrogerions la loi Carle. Nous ferons advenir le principe fonds public à l'école publique, mais le combat laïque aujourd'hui, il doit être assumé dans toute l'acception que nous pouvons mettre à l'idée d'un combat qui conduira à la mise à la porte de l'école de tous les prosélytismes. Car aujourd'hui, l'école, elle fait face à une nouvelle religion, c'est celle de l'entrepreneuriat. Et l'école,
Le ministère de l'Éducation nationale est aujourd'hui lié, associé, par exemple au MEDEF, avec lequel il a signé un accord qui conduit chaque année à organiser dans les établissements scolaires du pays la semaine école-entreprise, qui conduit à exposer 200 000 élèves par an à un autre dogme, un dogme libéral, à diffuser dans les établissements publics des brochures éditées par le MEDEF qui visent à présenter aux enfants ce qu'est une entreprise. Notre école, elle est liée à Walt Disney quand elle veut lutter contre le harcèlement scolaire. Elle est liée à Microsoft quand elle veut former ses enseignants aux outils numériques. Elle est liée à la fondation de Maude Fontenoy, qui est une secrétaire nationale des Républicains aujourd'hui, lorsqu'elle veut présenter des kits censés sensibiliser aux questions environnementales. Il faut donc la déconfessionnaliser, l'école, de toutes ces influences qui n'ont pas leur place dans un espace qui doit demeurer celui de la neutralité. Donc il faudra abroger l'ensemble de ces partenariats avec Walt Disney, avec Total, c'était le cas pour la mise en œuvre des rythmes scolaires, avec Microsoft, etc., etc. Voilà ce que sont les grandes lignes de notre programme éducatif. En concluant avec une précaution, l'école ne peut pas tout. Elle peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. Et il faut accepter qu'elle joue son rôle, un rôle, mais bien sûr, penser l'école dans le cadre d'un programme politique plus vaste. Quand on pose la question des moyens qu'il faudra évidemment restaurer après les opérations d'enfumage du gouvernement socialiste qui nous indique 60 000 créations de postes, ce qui est faux, parce que cela consiste à confondre stagiaires et titulaires, à confondre titularisation de contractuels, ce qui est heureux, et création de postes nets, et que lorsque l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que c'est autour sans doute de 20 000 créations nettes depuis 2012, c'est-à-dire que sur la période 2007-2017, on restera à moins 60 000 postes, avec une réalité concrète aujourd'hui, c'est que le taux d'encadrement des élèves en primaire, au collège, dans toutes les voies du lycée, est moins bon que sous Sarkozy. Il faudra donc dégager des moyens. Et cette question des moyens, évidemment, il faut la concevoir dans ce qu'est le cadre dans lequel la France est, donc notamment son cadre européen. Tout ça pour souligner le fait qu'on ne peut pas séparer les questions éducatives des questions politiques générales, à condition de vouloir véritablement renouer avec un projet d'école de l'égalité et de l'émancipation.